L'antenne pour cette dernière partie. Donc on va effectivement, avant de commencer à répondre aux questions, répondre à cette question du basculement, hein, puisqu'on arrivait justement au bout de cette chronologie où le capitalisme financier abat le capitalisme, on va dire, industriel. Et là, tout redonne raison à Marx tout d'un coup, c'est-à-dire la paupérisation, la loi effectivement de la baisse tendancielle des taux de profit, donc qui se, on va dire, qui se symbolise par cette délocalisation, par voilà, on va dans des pays à plus en plus bas coût. En plus, on sait que c'est une recherche perpétuelle puisque on est allé en Chine, puis aujourd'hui la Chine est devenue trop, on va dire presque décentralisée au Vietnam ou en Indonésie, etc. Ça va finir en Afrique. Voilà, ça va finir en Afrique ou peut-être au fin fond des îles Crozet, il faudra trouver toujours moins cher. Voilà. Au fond de la forêt. Voilà, qu'on va les forcer à faire des portables parce que c'est vous qui on paiera le moins cher. Donc c'est une folie en tout cas à laquelle justement on assiste aujourd'hui et qui donc il y a eu ce basculement effectivement à partir de 1973 et cette j'ai presque envie de dire, c'est quoi ce braquage de la finance? Je sais pas comment on appelle ça. Alors, bon, on peut avoir plusieurs théories, mais on voit que la financiarisation commence après la guerre avec Bretton Woods. On peut dire on peut rappeler, donc c'est la refonte du système monétaire international. La refonte du système monétaire. Du dollar des États-Unis. On en termine avec les talons or, et donc il n'y a plus qu'une seule monnaie de référence qui est le dollar. Le dollar, qui lui-même est rattaché alors. Lui-même est encore rattaché. C'est la seule exigence qu'on est. Il va être rattaché peu de temps, mais il va être rattaché. Il va être rattaché alors. Et donc le commerce international, en plus, se fait en dollars, puisque c'est comme si on le faisait en or, puisque c'est la monnaie de référence. As good as gold, comme on disait à l'époque. Et donc on est obligé, chaque nation, chaque commerçant est obligé d'acheter des dollars pour acheter du pétrole, du blé, n'importe quoi. Voilà. Donc ce système qui dure jusqu'à maintenant et qui commence à être mis en cause par la Chine et la Russie. Système impérialiste par excellence. Et donc, seuls les pays du bloc soviétique, évidemment, échappent à ça. Voilà. Et donc, ça c'est la première pierre du dispositif, en fait, le dispositif anglo-saxon par excellence, et qui va placer les anglo-saxons comme impérialisme unique du monde, anglais et états-unien par la suite, mais qui procède à peu près de la même idéologie, de la thalassocratie. On a déjà parlé de la thalassocratie anglaise, impérialiste et financière. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'ils en prennent dans la gueule. Bon, allez, donc Bretton Woods, on impose le dollar. Étape numéro 1. Et les États-Unis deviennent une hyperpuissance dans le monde. On leur donne quand même un pouvoir, mais surdimensionnel. Surdimensionnel. En leur accordant le droit d'avoir une monnaie qui devient la monnaie de réserve mondiale pour tous les échanges sur toute la planète, ce qui est quand même... De Gaulle n'a cessé de pester d'ailleurs contre ça. Hormis, sauf les pays du bloc soviétique. Sauf les pays du bloc soviétique, voilà. Qui sont la concurrence numéro 1. Puis, en 1971, on termine cette indexation du dollar sur l'or. C'est terminé. C'est Nixon qui prend la décision, visiblement contre tous ses partenaires. Il ne dit rien, quoi. Voilà. Hop, je vais le mettre comme ça. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc, c'est deuxième étape. Voilà. Donc c'est plus indexé sur l'or. Donc le cours du dollar ne se fait plus que par le fait qu'on est dans l'obligation d'en acquérir pour le marché, pour acheter les matières premières. D'ailleurs, c'est le moment où la dette américaine
Alors là, fait des bonds vertigineux. Et en fait, le dollar ne vaut plus rien. Ne vaut plus rien. Il n'est plus référé à rien, sinon qu'à la dette elle-même. Oui, elle n'est référée à rien, sinon au fait que les gens soient obligés d'acheter des billets de Monopoly pour acheter ce qu'ils ont besoin d'acheter, sans obligation. S'ils ne le font pas, ils ont la première armée américaine sur qui déboule, qui déboule et qui les écrase. Voilà. Donc, système impérialiste par excellence. C'est vraiment le stade suprême, l'impérialisme. Le stade suprême. Alors, mais maintenant, on va passer au stade ultime. Une autre étape, j'ai plus mes photos, mais tant pis, c'est la fin de l'indice M3, c'est-à-dire de la fabrication monétaire. Ouais. L'indice M3, c'était l'indice qui mesurait la création d'argent, de monnaie dollar. Terminé, on n'en parle plus. On n'en parle donc plus. On ne sait plus. On crée autant qu'on veut. Voilà. Il n'y a plus de limite. Donc même à ce moment-là, même ça servait à rien, puisqu'en fait on n'a plus besoin de créer des billets. Le billet ne sert pas à grand-chose. Puis de toute façon, il y en a tellement de faux, puis qu'il y en ait des faux, on n'en a rien à foutre, ça ne présente aucun intérêt. Hein. L'argent est créé par le prêt et par la dette. Donc la dette qui commence, les obligations d'État. Ouais. L'obligation d'État. Alors, c'est comme ça que le système donc, va s'écrouler par ces fameuses obligations d'État. Et que c'est comme ça qu'il va y avoir les agences de notation qui vont noter la validité et l'intérêt de ces obligations d'État. Hein, avec AA, AA+, les fameux AA+, AA-, BB, les sociétés comme Standard & Poor's qui sont omnipotentes et qui vont dire bah, ça a de la valeur, ça n'a pas de la valeur. Donc on achète des dettes. Alors on achète des dettes et bon bah c'est bien parce que les gens remboursent parce que si tu veux quand un État emprunte, hein, donc c'est un jeu d'écriture, c'est une création monétaire. Alors, enfin quand même les États-Unis ils régulent ça. Il y a des droits de création, on les donne comme ça, mais bon on n'exagère pas trop. Mais on crée de l'argent virtuel, mais par contre les intérêts sont payés en réel par les gens. Les gens, les citoyens payent des intérêts au travers des impôts et les États donc payent aux gens qui possèdent ces obligations d'État, qui sont des privés, des banques privées ou même des individus, leur payent les intérêts. Mais il n'y a pas que ça, le système est encore plus perverse parce que si tu possèdes une dette, une obligation, une debt bond, comme on dit en anglais, tu peux l'escompter. C'est-à-dire qu'eux, ils ont réussi à faire du passif de l'actif. Donc une dette, c'est de l'argent. Tu vois ? Tu vas filer une dette, en fait c'est un trou, c'est pas d'argent, mais en fait c'est de l'argent. Hein, c'est de l'argent, c'est de l'espoir de l'argent. Mais avec cette dette, je peux l'acheter, je peux la vendre, il y a un cours, si tu veux, il y a un cours des dettes. Hein, et ces cours qui sont régulés par ces fameuses notes. Hein. Et que plus la note est basse, et plus les pauvres connards, ils sont obligés de payer des intérêts importants, aussi. Donc des fois, ça peut être intéressant. Mais quand tu as cette dette, tu peux le transformer en argent, parce que tu peux l'escompter. Donc il y a l'escompte, c'est une technique qui est née au XVIe ou XVIIe siècle, l'escompte, c'est-à-dire que si tu as une dette, la banque peut te donner une ligne, ce qu'on appelle une ligne de crédit. Tu vois ? Tu as le droit d'avoir une ligne de crédit. C'est-à-dire que tu as une dette, mais tu empruntes de l'argent qui est garanti par la dette que tu possèdes. Voilà. Et donc, sur cette ligne de crédit, évidemment, tu peux spéculer sur les matières premières. Hein ? Voilà. Alors, spéculer sur les matières premières, alors on voit que c'est intéressant quand on spécule à la hausse. Donc, on voit que plus il y a de capitaux, plus on achète de matières premières, plus il y a de capitaux disponibles, et plus ça monte, forcément. Hein? Donc, on voit que plus il y a de dettes, plus les matières premières montent, parce que plus il y a de capitaux.
Hein, donc les couillons comme nous, on paye la dette, mais on va payer l'essence un prix fou, le blé un prix fou, les métaux qui sont à des prix complètement fous, voilà, parce que les cours sont haussiers, parce qu'il y a des capitaux. Mais quand il y a la crise des subprimes et quand la bulle éclate, à ce moment-là, il y a moins de capitaux disponibles. Hein. Les banques n'accordent plus de lignes de crédit parce qu'ils ont les foies. Et à ce moment-là, n'ayant plus de capitaux disponibles, à ce moment-là, les cours du pétrole chutent. Donc j'avais des courbes que je voulais montrer, qui montrent, mais je l'avais déjà montré ici, hein, qui montrent la concomitance entre le cours du pétrole et la dette. Hein, on voit que quand les cours du pétrole remontent, l'endettement remonte. Hein, et donc ça, il y a un parallélisme complet qu'on peut regarder sur les cours entre l'endettement et le cours du pétrole. Alors ce qui fait que aujourd'hui, les gens qui disposent de capitaux vont gagner des sommes monumentales dans ce jeu d'argent, de debt bond, de capitaux escomptés et de spéculation haussière sur la matière première. Je te donne un exemple. Par exemple, on prend LVMH, grande société cotée en bourse, qui vend des sacs à main, puis ils ont tout le luxe français, des cochonneries, il faut dire ce qui est. Hein. Et avec Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde. Mais est-ce que tu crois que lui, il gagne son pognon à vendre ses sacs à main et son parfum, son champagne? Ben non. Il gagne son pognon avec la plateforme la plus performante de France, et même d'Europe. Alors une plateforme, c'est quoi? C'est une salle de marché, chacun peut en fabriquer une, hein. On appelle ça une plateforme. Donc t'as mis des mecs, hein, genre Kerviel, avec des écrans, machin, puis tu t'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends, puis tu peux garantir d'ailleurs aux gens un gain. Alors, les gains peuvent être de 1 ou 2% par jour sur ces plateformes. Tu t'imagines le pognon que ça fait? Oui, parce qu'on parle de sommes gigantesques. Ce sont des sommes gigantesques, mais moi, si je me pointe avec 100 balles sur la plateforme de LVMH, il va rigoler. Le ticket d'entrée, c'est 100 millions d'euros. Hein? Si tu n'as pas 100 millions d'euros, tu ne rentres pas dans une plateforme. Tu vois? Alors, donc, on voit que à ce moment-là, la manière d'accumuler du capital s'est transformée. Il n'y a plus d'intérêt à aller fabriquer des bagnoles, aller fabriquer des téléphones portables. Il faut laisser ça au Shintoy, parce que là, tu ne vas pas gagner un pélo à fabriquer ça. Hein. Et donc, le système s'est entièrement financiarisé sous l'égide anglo-saxonne, américaine surtout, mais entre Londres et la City, hein, et avec un contrôle étroit de tous ces transferts d'argent par le SWIFT. Ouais. C'est pour ça que les Russes, ils se sont fait un autre SWIFT. Il faut le sortir du SWIFT. Hein, parce que le SWIFT, tous les transferts bancaires dans le monde, hein, même quand on me fait un virement de mon salaire, passe par le SWIFT. Passe par le SWIFT, tout à fait. Passe par le SWIFT. Alors évidemment, les Amerlocs, ils connaissent tous les transferts donc, par le SWIFT et tous les gens qui gagnent de l'argent plus ou moins illégalement, l'argent sale, l'argent propre, tout ça, ils sont au courant de tout, qui permet ensuite de peser sur les gens s'ils sont pas sages. Tu vois? T'as le droit de tout faire dans le système, hein, t'as le droit de massacrer des petites filles, d'enculer des petits garçons, mais bon, mais c'est l'impérialisme qui te donne ce droit. Sinon, tu termines comme comment il s'appelle, l'autre qui s'est fait piquer avec sa mocheté là-bas. Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, voilà. Bon, voilà, donc en fait, le fait de pouvoir gagner de l'argent en quantité considérable par la finance a fait que l'industrie est devenue inintéressante et l'industrie est laissée aux pays émergents. Hein? Donc ici, en Europe, donc il n'y a plus d'usines, il n'y a plus rien, ni aux États-Unis d'ailleurs encore moins, il n'y a plus rien. Et donc eux, ils ont fabriqué la Chine. Ils se sont dit, bah tiens, on va aller fabriquer en Chine. Donc, eux, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de morale, il n'y a rien, ils s'en foutent, il n'y a pas d'idéologie. Le seul pays communiste qui restait, les Américains en ont fait le pays le plus riche du monde. Parce que chaque
entreprise dit bah tiens, je vais fabriquer là-bas, il n'y a pas de syndicat, et la ferme, c'est un travail comme 20 heures par jour, et voilà, ils habitent dans l'usine. Donc là, putain, c'est géant. Voilà. Ouais. Et ils ont tous été mettre du pognon en Chine. Dassault, ils nous avaient dit qu'ils rêvent qu'on importe le système social chinois en France. Hein, ah oui, ça c'est génial. Ouais, mais bien sûr. Donc c'est devenu un modèle pour les pays communistes. Là, on parle que de paradoxe. Parce que, pour te dire que toutes les morales, c'est du bidon, ça n'existe pas. Et donc, finalement, aujourd'hui, le système capitaliste mondialisé, anglo-saxonisé, dans lequel nous sommes soumis, n'est qu'un système d'usure, mais d'usure pratiquée par les États. Parce que pour... Les États ou les grands financiers? Non, ceux qui empruntent, c'est les États. Ah, la grande usure est faite par des prêts les d'État. États, ils sont ponctionnés, puisqu'ils payent aussi. Je veux dire, les États, regarde la Grèce, l'Espagne, ils se retrouvent sur le carreau, les États. J'ai l'impression qu'ils sont comme nous, dépouillés, quoi. L'État, c'est qu'une organisation pour te piquer ton pognon dans ta poche. Oui, voilà, mais eux aussi se font dépouiller, quoi, puisque... Les États, c'est quoi? Les États, c'est rien, c'est des marionnettes. Et quoi, voilà, la crise de l'euro, aujourd'hui, elle nous montre, la Grèce, l'Espagne, l'Italie... Les anglo-saxons ont mis à la tête de leurs États, croupions, des marionnettes à eux, où ils sont grassement payés, où ils ont fait des tas de saloperies, et qui ont fait que... Eux sont là pour saigner les peuples, donc... Voilà, ils sont là parce qu'aujourd'hui, la dette... emprunter, ils sont là pour emprunter. Parce que la dette représente quand même le premier poste du budget de chaque pays. Sûr. En France, c'est le premier poste budgétaire. Bien sûr. C'est quand même et alors, maintenant, c'est quoi l'impérialisme? L'impérialisme, c'est plus d'aller chercher des marchés. Aujourd'hui, l'impérialisme, pourquoi on a attaqué la Libye? On a attaqué la Libye pour mettre la main sur son système financier. On va attaquer des gens pour aller les endetter. La Libye, qui était un pays créditeur, est devenue un pays débiteur. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder tous ceux qui ne sont pas débiteurs, comme l'Algérie. Comme par hasard l'Iran, l'Algérie, la Syrie. Voilà. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est surtout c'est prendre la main sur leur système financier, faire mettre des marionnettes à la place, corrompues, qui vont dire « Ah bah non, il faut aller emprunter du pognon oui, sur d'ailleurs, le marché financier. » c'est assez révélateur. Voilà. Après la prise de Benghazi, le premier geste a été de créer une banque centrale contrôlée par HSBC. Donc, ah bah oui. C'est extrêmement révélateur de ce que tu dis. Maintenant le système est clos, et donc il y a une lutte internationale entre d'un côté les pays à financiers, comme les pays donc sous égide anglo-saxonne. Nous, on est aussi libre que sous la botte allemande pendant la dernière guerre, c'est-à-dire que la liberté qu'on a, c'est zéro. Et pourquoi nous, on ne fusille pas? Pourquoi toi on ne fusille pas? Pourquoi moi je suis pas fusillé? Parce que tu expliquais qu'on est soumis. On est soumis. Tant qu'on est soumis, pourquoi nous, c'est pas les 1000 ou 2000 personnes qui vont nous regarder, qui vont mettre en danger la société? Les autres ils se font de la gueule. Si on avait 2-3 millions, là tu serais en tôle. Ah ouais, certainement, t'as pas tort. Voilà, c'est tout. Donc on est soumis, donc on nous emmerde pas, on laisse quelques dissidents s'agiter qui montrent, vous voyez, vous avez la liberté, vous pouvez raconter ce que vous voulez. On est leur caution. Voilà. Alors on va prendre un peu des questions du public, parce que là, leur avance. Ouais, vas-y. Alors, on va essayer de répondre vite. Alors, première question. On me dit, le capitalisme meurt-il vraiment, ou est-il en train de muter? Parce que c'est vrai que toi, tu as parlé de cette fin, le stade ultime, tu vois, tout à l'heure. Donc c'est que justement, on arriverait à la fin d'un cycle, Et est-ce que finalement, je comprends sa question, est-ce que véritablement il est en train de mourir, ou alors est-ce qu'il n'est pas en train finalement de se transformer en bête immonde encore plus et il va perdurer, j'ai envie de dire? Alors, c'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. C'est une excellente question. J'ai fait une émission qu'on m'a reprochée ici sur la bifurcation. Mais il y a des gens qui ont été quand même intéressés, et j'ai démontré que nous avons déjà changé de paradigme. Déjà. C'est mauvais pour le capitalisme. On a changé de paradigme, pourquoi? Parce que là, on est en plein dans le paradigme nouveau.
Hein, tout à fait. Ah là, t'es pas encore en tôle, mais j'espère que tu vas, excuse-moi, que tu vas bientôt y être. Ah bah gentil, ça parce va. Que quand tu seras en tôle, ça veut dire que on va commencer à prendre le dessus. Bon, on n'est que des paradoxes, hein. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait parce que il y a pas seulement les gens qui nous regardent ce soir, c'est-à-dire qu'il y a le replay. Ah oui, il y a tous les gens qui vont regarder, il y a toutes les discussions qu'il y a sur Facebook, c'est-à-dire que nous, contrairement à ce qui s'est toujours passé dans l'histoire, où les puissances ont toujours maîtrisé l'information, hein, la parole d'évangile était donnée par l'Église, par machin, par le parti, par n'importe quoi, enfin toute Église et idéologie valide, et donc aujourd'hui, il n'y a plus de parole d'évangile, mais il y a l'information est partagée par tout le monde. C'est-à-dire que l'État est en train de perdre le monopole de l'information. C'est-à-dire que moi, que j'ai expliqué déjà plusieurs fois comment marchait le système, qu'il y a un scandale absolu. Ça commence, se fait niquer. Si tu veux, d'une manière, voilà, plus il y a de dettes, plus tu payes de dettes, plus le prix du pétrole monte. Ils sont quand même fortiches, hein, pour nous la faire, hein. Hein, bon, il faut dire que c'est le scandale absolu, et puis on explique ça, hein, puis tout le monde explique. Alors, évidemment, on est encore peu de gens, mais on est de plus en plus. Voilà. Plus nombreux. Surtout, il faut bien dire quelque chose. Ce genre de questions économiques, avant, elles n'étaient pas au devant de la scène. Absolument. Il y a 10 ans, tout le monde, j'ai envie de dire, s'en foutait. Mais Bretton Woods, c'était un scandale. Aujourd'hui, c'est des questions importantes. Beaucoup de gens sont au courant, beaucoup de gens sont informés. Donc, comme tu dis, il y a un changement de paradigme, en fait, qui est déjà effectué. Il est déjà là. On est déjà dans la société future. Ce capitalisme est déjà en train de mourir. Il est déjà moribond. Il est déjà en train de mourir. Voilà. Paix à son âme. Non, pas paix à son âme. On me dit... je suis d'accord avec Griffin, l'homme reste prisonnier de sa cupidité. Comment y échapper? Tu connais ça, Griffin? Moi, je ne suis pas assez connaisseur. Ah. Vas-y, parle plus fort, je suis sûr. Je suis d'accord avec Griffin, l'homme reste prisonnier de sa cupidité. Comment y échapper? C'est pas si l'homme est stupide. Non, l'homme réagit en fonction de ses intérêts, donc... Alors, il faudrait faire toute une émission. J'ai déjà un peu parlé là-dessus, sur la crédibilité, sur l'information. J'en ai parlé la dernière fois, mais personne n'a compris quoi que ce soit. Ouais. Mais bon, pourquoi on croit des choses et certaines choses et on ne les croit pas? C'est le problème de la croyance, c'est tout. C'est tout un problème. On croit les gens de pouvoir. Voilà. Ouais. Donc, c'est tout. Bon. Allez. Alors, autre question. Alors, on me dit, le fait d'avoir coupé les forêts millénaires pour fabriquer des armes, piller les ressources de la terre, or, argent, etc., pour payer des armées, n'a-t-il pas coupé l'homme de son osmose, avec la nature pour faire ainsi naître le capitalisme? Attends, j'ai pas bien compris. Alors, le fait d'avoir coupé des forêts millénaires pour fabriquer des armes, piller les ressources de la terre, entre parenthèses or, argent, etc., pour payer les armées, n'a-t-il pas coupé l'homme de son osmose avec la nature pour ainsi faire naître le capitalisme? Est-ce que le capitalisme, c'est pas aussi rompre avec un cycle naturel aussi, un cycle de l'homme lié à la nature, l'homme on va dire, dans son environnement global avec la terre, quoi. Est-ce que le capitalisme, c'est une rupture avec ça, quoi? Moi, je ne réponds pas aux questions dans le moral. Hein. C'est vrai, d'accord. Est-ce que le capitalisme va avec la notion de progressisme? De progressisme. Ah, c'est pareil, c'est une question d'ordre moral. C'est un peu politique quand même, philosophique. Il faudrait déjà définir ce que c'est que le progressisme. Moi, je pourrais dire que le capitalisme a été par moments progressiste, par moments. Il a été progressiste au XIIIe siècle, il a été progressiste pendant les 30 Glorieuses, si tu veux, mais il s'est trouvé dans des circonstances où il était obligé d'être progressiste. Dans les 30 Glorieuses, il y avait les syndicats, il y avait le Parti communiste, il y avait les gens qui récupéraient de la monnaie, et puis c'était l'industrie triomphant. Oui, il a été progressiste, forcément. On ne serait pas là sans le capitalisme, on ne serait pas là à raconter d'histoire. Il y aurait pas...
ces 3 magnifiques caméras devant moi, il n'y en aurait pas. Donc oui, forcément, on peut dire oui. Alors, on me dit aussi, bonsoir Monsieur Benajam, ces dernières années, nous assistons à l'émergence d'un marché islamique pensé comme une version halal du capitalisme occidental. Qu'en pensez-vous? Vas-y, répète, je suis sourd. Ces dernières années, nous assistons à l'émergence d'un marché islamique qui est pensé comme une version halal, entre guillemets, du capitalisme occidental. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'est-ce que je peux répondre? D'abord, l'islam a conservé le tabou du prêt à intérêt, et donc à des banques islamiques qui sont extrêmement florissantes. Donc je connais très bien, parce que moi je suis moi-même rémunéré par un système islamique, puisque j'ai été embauché par une société de Dubaï, et qui dont les capitaux proviennent d'une banque islamique. Mais moi, à mon avis, ça ne change pas grand-chose, parce que finalement, comment ça marche dans la société qui me finance, le prêt à intérêt est interdit. Mais comme l'était au Moyen-Âge, on peut amener des capitaux à partir du moment où on prend le risque. C'est-à-dire que ce qui n'est pas interdit, c'est que la banque prenne des parts dans la société. Tu vois? Donc elle amène des capitaux, elle prend des parts. Donc elle sera rémunérée par les bénéfices. D'accord, ce qui est différent, voilà, c'est pas considéré comme de l'usure. C'est différent, mais bon, ça marche très bien comme ça. Et à Dubaï, les banques islamiques, c'est les plus florissantes. D'accord. Je veux dire, c'est les plus hauts buildings. Ils s'en sortent très bien. Ça, ils s'en sortent très très bien. Alors, on me dit, que pense Alain de la disparition de l'argent physique? Ils imposent les paiements électroniques, RFID, NFC, paiements avec smartphone. Ça, c'est vrai que de moins en moins, on a... dans peu de temps, il n'y en aura plus de pognon. Ouais. Moi, déjà, j'en utilise très très peu. J'ai une carte de crédit contact, tu vois. Ouais. J'ai acheté ma baguette avec le contact. Voilà. Est-ce qu'on ne perd pas aussi un peu de liberté à faire tous ces paiements électroniques C'est-à-dire, on est obligé de passer par des banques, on est lié aux banques. Maintenant, il y a des gens qui pourraient très bien ne pas passer par des banques, mais ton salaire est forcément payé par une banque, sinon tu n'es pas salarié. C'est quand même chiant de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui sait que tu as acheté ta baguette à telle heure. Ah bah oui, bien sûr. Dans telle boulangerie, et même le type de baguette, il sait. Ah oui, tout à fait. À la fin, il n'y a plus de... Je trouve quand même, le paiement électronique c'est la suppression de la vie privée. Complètement. Donc on va effectivement vers un totalitarisme qui s'achève. On achève le totalitarisme. C'est un pas de plus dedans, mais on est déjà dedans, déjà pas mal. Donc on est déjà jusqu'au cou, peut-être qu'on va en être jusqu'au nez. Ah bah là, c'est terrible. Ouais. Alors on me dit, est-ce que l'humain peut vivre dans une société avec des valeurs de vie qui ne sont pas basées uniquement sur le capital et l'argent? C'est à vous, mes chers camarades, d'y répondre, ça. En fait, d'y répondre. Alors, moi, j'ai répondu déjà à ça dans une émission que j'ai faite ici, et que j'ai fait un article. Donc, la société de réseau sera forcément une société de partage. Oui, tu avais expliqué ça. J'ai expliqué ça. Tout à fait. Et donc, le partage devient de plus en plus important. On voit, par exemple, les Vélib, les voitures libres, le covoiturage. Oui, tout à fait. Bon, donc les sociétés futures seront forcément dans les sociétés de partage, et donc le fait de posséder, la possession individuelle va décroître. Ça, c'est évident. Ça, je le prédis, ça. Tu le prédis. C'est marrant, tiens, ça va avec cette autre question où on dit « Le capitalisme s'effondrera sous le poids de ses contradictions. Quel système émergera après cet effondrement ?» Ça, je lis pas dans le mar de café. Tu lis pas dans le mar de café, mais tu as quand même donné des pistes, là, dans ce que tu viens de dire. Oui, j'ai donné des pistes. Société de partage, peut-être société morale, parce que, justement, on a vécu jusqu'à présent dans une société de moralisme. C'est-à-dire que le moralisme, c'est pas la morale. Le moralisme, c'est l'hypocrisie. C'est de dire... on interdit le prêt à intérêt, mais tout le monde en fait. Voilà, parce que l'intérêt de la possession a pris le pas sur tout. Donc, à partir du moment où les gens pourront, non pas posséder, mais pourront user de tout.
pourront user de tout. C'est-à-dire, voilà. À partir de ce moment-là, la société va s'apaiser. Marx, dans le manifeste communiste de 1948, a donné comme sentence sur le communisme. Le communisme, c'est à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses possibilités. Alors, on peut penser que la société revienne à cette forme de communisme. Pourquoi pas? Parce que les hommes, depuis 150 à 200 000 ans, jusqu'il y a 6 000 ans, c'est-à-dire pendant une très grosse partie de leur parcours, ont vécu dans une société de partage et dans une société de communauté primitive. Et ils ont certainement gardé ça dans leur idéologie, au fond, si tu veux. Et cette société de partage, elle peut très bien ressurgir, et elle peut ressurgir plus aisément avec la technologie. Tu vois, j'ai démontré que le développement de la robotique, par exemple, le développement de pas mal de choses, va largement favoriser la société de partage. J'ai fait une émission là-dessus. Alors, donc, société de partage, nous serons tous frères. Alors là, il y a une question intéressante. Vous dites que le capitalisme et le libéralisme sont antagonistes, car dans le cadre du capitalisme, l'État est là pour encadrer les compagnies privées afin de garantir l'intérêt public. Il dit, je ne suis pas d'accord avec vous, peut-on réellement parler d'intérêt public garanti par l'État quand ce même État est très rapidement piloté par des intérêts privés? Oui, mais c'est le mélange, c'est les mêmes. Il n'y a plus de frontières entre l'État et le privé. Non, mais c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire, est-ce qu'au bout d'un moment, le fait que dans un système libéral, mais au sens où tu donnais la définition, c'est-à-dire un système où c'est, on va dire, la libre entreprise qui dirige, et que l'État... Mais il n'y a pas de libre entreprise. C'est quoi alors, cet antagonisme libéral? On revient alors sur cette... Pour le pauvre mec, pour le boulanger, pour la petite PME. Oui, il a la liberté de se faire exploiter. Mais comme il dit, est-ce qu'au bout d'un moment, dans un monde où les grandes entreprises dirigent, c'est quoi? C'est un monde libéral ou capitaliste? Alors les communistes, au temps où il existait, à la fin de l'existence du Parti communiste, avaient une excellente définition en parlant de capitalisme monopoliste d'État. C'est-à-dire le capitalisme qui a tendu vers la monopolisation, et la monopolisation ne pouvant vivre qu'avec l'État. Capitalisme monopoliste d'État, ça maintenant tu demanderas ça à Pierre Laurent, à cet abruti, il a oublié. Pierre Laurent, au secrétaire général du PCF, mais de mon temps, moi j'étais à l'école centrale du Parti communiste, on a bien étudié ce que c'est que ce capitalisme monopoliste d'État. À mon avis, c'était une conception géniale qui a été oubliée, quoi. Et c'est possible ça, justement? Mais c'est ce qui existe. Bah oui, mais c'est ce qui existe, mais c'est pas terrible non plus, ce capitalisme d'État, là. Ça nous tue de la même façon qu'un capitalisme libéral, finalement. Ah oui, bien sûr, c'est pareil, c'est du capitalisme. Mais c'est du capitalisme avec de l'étatisme, et il y en a de plus en plus. On me dit, le SWIFT, pouvez-vous préciser? Effectivement, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le SWIFT, alors peut-être répéter que le SWIFT, c'est un système... Le SWIFT. Ah, le SWIFT. Voilà, parce que tout le monde n'a peut-être pas compris, effectivement. Le SWIFT, donc, c'est un système de transactions électroniques qui était basé sur les anciennes lignes de Telex. Et donc, qui a défini un certain nombre de métalangages qui signifient des types de transactions. Si tu veux, un MT103, c'est un virement. Un MT103/23, c'est un virement conditionnel. Un MT799,
c'est une preuve de fond, etc., etc. J'ai plus oui, non, mais bon, en gros, il y a un système de contrôle de toutes les transactions bancaires mondiales. Voilà. Donc, je fais un virement à ma banque, je demande à ma banque de faire un virement à mon pote, je sais pas où, donc elle envoie ce qu'on appelle un MT103, donc qui est bien codé, c'est-à-dire ce sont un métalangage, c'est comme un programme, donc les mots sont bien particuliers, hein, et qui ont une signification très précise, quoi. Oui, puis en plus, on sait du SWIFT, ce qu'en ont dit certains banquiers qu'on vous a parlé, c'est que l'information était détenue évidemment par les pays concernés, mais qu'il y avait toujours une information envoyée directement aux États-Unis. Ah oui, toujours, puisque le SWIFT appartient aux États-Unis, bien qu'il soit, la société soit en Belgique. Voilà, même si demain vous faites un virement, j'en sais rien, de l'Azerbaïdjan au Chili, eh ben, il y aura une information qui partira. Tout à fait. Et les États-Unis peuvent stopper la transaction. Peuvent stopper la transaction. Voilà, donc c'est très très important de le savoir, effectivement. Alors, on me dit, alors ça c'est vrai, c'est une petite question géopolitique, on va dire. Que pense l'invité de la priorité des États-Unis, qui est d'empêcher le capital allemand et les technologies allemandes s'unissent avec les ressources naturelles et la main-d'œuvre russe pour former une combinaison invincible? Créer un cordon sanitaire autour de la Russie permettra aux USA de tenir en laisse l'Allemagne et toute l'Union européenne. Alors ça, c'est vrai que c'est ce qui avait été déclaré même par le chef de Stratfor, les agences de renseignement américaines, qui nous dit clairement, hein, il se cache pas dans son discours, il dit on a fait 2 guerres mondiales pour empêcher le rapprochement de l'Allemagne et de la Russie. La thalassocratie anglo-saxonne n'a qu'une idée en tête, qu'un fantasme perpétuel ou qu'une crainte, c'est le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. De toujours. Et tout ce qu'ils font, c'est de créer des guerres entre les Russes et les Allemands, et ça c'est perpétuel, et donc le jour où ça se fait, bah là ils ont du souci à se faire, et ils le savent. Alors, on me dit, autre question, d'après vous, monsieur Benajam, l'échec du capitalisme est-il planifié, ou subissons-nous juste l'incompétence de l'État à régler le marché? Car on sait bien la différence monétaire entre les classes qui crée la violence, mais est-elle voulue ou non? Voilà. C'est-à-dire, il demande en gros, est-ce que ce capitalisme, c'est effectivement qui est en train de s'effondrer, alors est-ce que c'est par lui-même ou alors c'est l'incompétence même de celui non, c'est par lui-même. C'est par lui-même. Non, l'incompétence n'existe pas. C'est le système, c'est-à-dire qu'il est tellement vicié de base qu'il finit par s'effondrer par lui-même. Non, parce que le capitalisme n'a aucune direction. Par essence même, il n'y a pas un maître du capitalisme. Hein. Le capitalisme, ce sont des intérêts divers et variés. Et donc chacun va suivre ses propres intérêts qui vont être contradictoires avec ceux des autres. Donc le système s'autodétruit forcément. D'accord. Hein, voilà. Alors une autre question, intéressante aussi, je trouve, on me dit, avec ces fameuses sociétés de partage, ne risque-t-on pas d'aller vers l'abolition de la propriété privée, réalisant ainsi le grand rêve du communisme? Ah bah oui, bah, bien sûr. Ça va faire peur aux gens. Hein? Ils vont avoir peur, là, tout d'un coup, quand on leur dit des trucs comme ça, non? Bah, la propriété privée, oui, il y a un moment où ça ne servira plus à rien. Hein? À partir du moment où tu peux jouir de ce que tu veux, quand tu veux, tu n'as pas besoin de posséder, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu... parce que ce capitalisme financier, clairement, qui, aujourd'hui, a ce pouvoir presque infini de créer l'argent à volonté. Donc, et de vivre sur la rente, hein, en anéantissant toutes les structures sociales, etc., de tous ces pays qui sont dévorés, si j'ose dire, par ce système. Il ne peut que s'effondrer par lui-même, tu penses? C'est-à-dire, est-ce que aussi, alors moi j'ai une question, est-ce que aussi l'effondrement ne nous mènerait-il pas justement à des formes de régime fort, voire de dictature? Bah, encore une fois, je dis pas dans le mar de café. Non, tu dis pas dans le mar de café, mais l'effondrement, évidemment, la bête peut avoir des soubresauts terrifiants. Ça, c'est clair, elle va pas se laisser mourir comme ça. Voilà. Ça, bien sûr. Parce que tu sais, la tendance, on va dire, générale, par exemple des États-Unis, depuis particulièrement une quinzaine d'années, depuis les attentats du 11 septembre, c'est, on voit bien ce visage de dictature absolue.
les États-Unis ont un visage absolument horrible de pays, voilà, j'attends le aussi moment bien en interne qu'en externe, quoi. J'attends le moment où les flics viendront te chercher. C'est que on sera sur la bonne voie. Tu vois, on se pose beaucoup la question, beaucoup de gens posent la question aussi sur les ressources limitées. Parce que ça aussi, ça fait partie du changement de paradigme. On est dans un paradigme pour le moment où la planète, on s'est en gros servi sur ses ressources naturelles, tout le temps. Et puis, il y a quand même un constat simple. Les ressources sont limitées. Oui, alors ça, c'est la grande idée du malthusianisme auquel je n'y crois pas et que je ne souscris pas. Parce que... Toi, tu penses que les ressources sont illimitées? Non, je pense pas. C'est du bon sens, quand même. Parce que aujourd'hui, on utilise des produits fossiles parce que ça rapporte beaucoup de pognon. Oui. Le jour où on utilisera l'énergie libre, c'est-à-dire dans très très peu de temps, c'est fini. Voilà. Donc il n'y aura plus besoin d'aller polluer l'atmosphère et d'aller creuser des trucs, prendre du gaz de schiste. Exactement. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, je donne un exemple. À la fin du XIIIe siècle, il n'y avait plus de forêt en France. Oui. Plus de forêt. Et maintenant, il y a beaucoup plus de forêt qu'à la fin du XIIIe siècle. Paraît-il que l'Europe, il y a beaucoup plus de forêt aujourd'hui qu'au XIIIe siècle. J'ai vu ça aussi. Parce qu'on utilisait que du bois partout, la marine, pour construire les cathédrales. Pour chauffer, pour trucs, exactement, dans la construction. Et finalement, il paraît qu'on a détruit toutes les forêts. Le jour où qui n'est pas si lointain, on n'aura plus besoin de pétrole, le problème sera réglé, quoi. Tu auras ta bagnole électrique, et puis on a vu que c'est ta bagnole, et t'appartiendra pas. Hein, tu t'appuieras sur ton téléphone portable, tu dis j'ai une voiture, ta voiture elle va venir automatiquement parce que les voitures seront pilotées automatiquement dans quelques années maintenant. Bien sûr, il y a plein de protos. Donc, oui, bien sûr. Donc ça, le fait de posséder une bagnole va devenir ridicule, ce sera stupide. Ça n'aura pas d'intérêt, tu vois. Parce que tu dis... Il y aura peut-être des nostalgiques. Et puis tu vas rentrer, puis tu vas dire allez Germaine, rentre à la maison, je suis bourré, tu vas te foutre au fond, puis elle va te ramener à la maison, quoi. Voilà, mais donc l'intérêt, on reparle de la propriété privée. La propriété privée de biens de consommation va forcément s'éteindre. Alors, il y en a qui ça les fait peur, hein, la propriété privée abolie. Depuis tout à l'heure, je vois, on me dit, si nous abolissons la propriété privée, devenons-nous des esclaves? Jusqu'où peut-on abolir la propriété privée? Jusqu'à nos corps, nos vies, nos âmes? Alors d'abord, on n'abolira rien, parce que moi je suis contre toute abolition. Hein. La propriété privée s'éteindra à partir du moment où elle n'aura plus d'intérêt. Donc on ne sera pas esclave. Si on veut abolir si on veut plus de propriété privée, la propriété privée va s'éteindre. Si tu veux, hein, parce que les choses ne fonctionnent que par le besoin. S'il n'y a plus de besoin, ça s'éteint, c'est tout. Hein, évidemment, les gens ils pourront s'habiller comme ils veulent. Il y aura toujours, j'espère, de l'individualisme. Hein, alors, il y a une chose aussi qui est intéressante là-dedans, qui est l'intelligence collective. On a remarqué, j'ai vu une émission à la télé, je dis très, très rapidement, c'est que l'homme, le Néandertal, avait un volume cervical plus important que l'homme moderne, et que même l'homme moderne au paléolithique avait un volume cervical plus important que maintenant. Pourquoi? Parce que les hommes à cette époque-là devaient se démerder pour tout. Pour chasser, pour tout faire. Si tu veux, aujourd'hui, on te met à poil au fond d'une forêt, tu meurs. Donc nous, on est entièrement liés à notre prochain, à la collectivité. Et de plus en plus, l'intelligence humaine est collective. Hein, et elle le sera de plus en plus avec la société de réseau. Hein, donc on sera entièrement en interaction les uns avec les autres. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'avenir tel qu'on peut le prédire. Mais la société de réseau, paradoxalement, va aussi permettre aux intelligences individuelles de se développer quand même, parce que d'une façon beaucoup plus importante que la société pyramidale, où dans la société pyramidale, les gens sont des cons et des consommateurs. Jamais... Bon, j'essaye d'aller s'accomplir, voilà. Alors, c'est vrai qu'on me dit le capitalisme voue à l'échec. Pierre Jovanovic
parle du retour au standard or. Qu'en pensez-vous? Serait-ce la solution miracle? Lui, il parle effectivement pour sauver l'économie. Hein, il s'appuie sur les travaux du professeur Antal Fekete, qui est grand économiste, qui prône absolument le retour au standard or pour retrouver, on va dire, de l'harmonie et de l'équilibre dans les rapports économiques et dans c'est ce qu'essayent de faire les Russes et les Chinois. Hein. C'est de revenir à ce qui était avant. Parce que là, baser toute l'économie sur des billets de Monopoly, ça ne peut pas marcher. Ça c'est clair. C'est de revenir à une certaine réalité économique. Voilà, revenir à une espèce de réalité, mais au sens, j'ai presque envie de dire, objective, enfin de réaliste, quoi. Parce que là on est... un peu d'en finir, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe, hein? Le monde anglo-saxon a développé une économie virtuelle spéculative, mais le monde des BRICS continue à développer une économie réelle et industrielle. Bon, on peut dire que les BRICS vont prendre le dessus. Hein, c'est deux visions qui s'opposent totalement, d'ailleurs. On voit bien qu'aujourd'hui, on nous parlait souvent de cette confrontation idéologique entre le monde occidental et le monde russe, mais ça c'est encore très réel, justement. Quand tu nous dis ça, ça s'appuie... J'ai presque envie de dire, le débat s'est un peu déplacé, mais finalement, ça reste très, 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 très réel. Il y a une grande confrontation, quoi, entre les anglo-saxons qui veulent imposer ce monde financier partout, et les Russes qui, là, contre-attaquent, hein, on va dire, avec les Chinois et les puissances émergentes, quoi. Absolument. Et ben, ce sera encore un autre débat. Ce sera encore, voilà, comme tu dis, un autre débat. On arrive à la fin, donc merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui étaient connectés. Bon, j'espère que j'aurais pas pris la tête. Non, je crois que non, j'espère pas. Voilà. Sinon, je vais aller voir sur le chat public, parce que bon, des armées de trolls sur le chat public, voilà. Hein, les gars, ils sont en train de parler d'autre chose, ouais, je sais pas quoi, machin. Bon. Les mecs, ils viennent voir une émission, puis ils racontent leur vie. Bref, en tout cas, merci beaucoup Alain d'être venu, c'était vraiment super l'histoire du capitalisme. Merci à ceux qui sont restés connectés jusqu'à maintenant, merci à la régie bien sûr, Régis comme on l'appelle gentiment des fois, et évidemment on se retrouve mercredi pour une libre antenne. Voilà, tu vois, en plus mercredi ce sera... Tu vois, tu vas me porter l'œil, on va parler du procès, tu vois, justement, on en parlera. En tout cas, merci beaucoup, voilà. Une spéciale, évidemment, dédicace à Émilie, puisque c'est la personne qui nous a fait le plaisir charmant, tu vois, de nous offrir un certain nombre de pierres. Donc, voilà, une mention spéciale dédicace à Émilie, évidemment. Voilà, merci beaucoup. Et ben, on se retrouve, mercredi. D'ici là, vous savez très bien, si vous étiez là ce soir, que vous avez tout écouté, franchement, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.